Donc, donc, tout le monde donne l'autorisation. Donc déjà, bonsoir tout le monde. Merci d'être aussi nombreuses et nombreux ce soir pour ce webinaire. Je me présente, je suis Marjorie Latuilière, donc bénévole, coprésidente de FNE1. Je vais juste dire très rapidement quelques mots sur FNE1, puisqu'on a la chance d'avoir une bonne diffusion de l'information. Et donc, on a des personnes qui viennent de plein d'horizons différents, réseau FNE ou non. Donc, ça, c'est super. Euh, pour celles et ceux qui ne connaissent pas FNE1, c'était la FRAPNA 1 jusqu'en 2019. Donc, si on compte FRAPNA et FNE1, on a plus de 50 années d'existence, d'action pour préserver la nature sur toutes les thématiques. On est assez généraliste. On fonctionne avec une équipe de salariés, donc actuellement 13 salariés, plus des volontaires en service civique, des stagiaires. Et au niveau des bénévoles, on est un CA de 10 coprésidents et coprésidentes, puisqu'on fonctionne en collégial, avec encore d'autres bénévoles actifs et actives. On est toujours en recherche de personnes, hein, si jamais vous ne savez pas quoi faire. On vous accueille volontiers. On a nos actions propres et on est aussi une fédération d'associations, comme ben, je pense que la plupart, vous connaissez quand même le réseau FNE. Donc, on travaille avec les autres FNE départementales, FNE Aura, FNE nationale. Donc, je ne l'ai pas dit FNE pour France Nature Environnement. C'est il y en a peut-être qui ne savent pas. Donc, on fait partie de ce réseau-là. Et on a aussi des associations du département de l'Ain qui sont adhérentes à FNE, dont les Amis de la Réserve naturelle qui sont représentés ce soir et qui sont à l'origine, en fait, de la demande pour ce webinaire. Donc, c'est super parce que du coup, on voit que ça intéresse d'autres personnes. Euh, je vais pas détailler plus sur les actions. Je voudrais juste dire que donc, on a la chance d'avoir des salariés. On a fait le choix d'avoir un juriste et on a la chance que ce soit Maxime Flamand. Donc, c'est bien, on le voit pas, on le verra pas s'il rougit, mais voilà, on a vraiment de la chance que ce soit lui pour toutes ses compétences. Il a la chance aussi, et on a la chance qu'il soit accompagné en ce moment d'Alicia, donc qui est volontaire en service civique. Et c'est grâce à elle qu'on a ce webinaire ce soir pour faire un premier tour d'horizon sur tous ces statuts qui peuvent paraître un petit peu compliqués de réglementation des espaces protégés. Voilà, donc je ne vais pas être plus longue que ça. Encore une fois, merci à vous tous d'être présents et je te laisse la parole, Alicia. Bonsoir à tous. Merci à tous d'être là, c'est vrai, et merci à Marjorie pour son introduction qui est très claire. Donc, avant de commencer, je vais partager mon écran. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Oui. Oui, c'est bon. Ok, tac. Ok, parfait. Donc voilà, on se retrouve pour un webinaire sur les espaces protégés et on est parti du principe qu'on allait étudier la réglementation de ces espaces et pour voir au-delà de la réglementation quelle protection cela va permettre. Donc, pour cela, on est parti donc sur un plan plutôt en trois parties, avec des protections juridiques qui vont être plus ou moins fortes, avec donc en première partie des protections juridiques qui vont être fortes, qui vont permettre du coup une protection efficace de ces espaces. Après, on va avoir une protection juridique qui est à forte potentialité avec les sites européens de Natura 2000. Et après, on va avoir des protections juridiques qui vont être plus faibles en sachant donc que c'est trois parties qui vont être plus ou moins conséquentes, mais on va prévoir un temps de questions à chacune de la fin de, enfin, à la fin de chacune de ces parties, en sachant que pour que ce soit un peu plus clair dans la cohérence, il faudra voilà, que ce soit plutôt des questions de compréhension, en vous demandant si vous voulez bien de lever la main, et on gardera les questions un peu plus de réflexion et un peu plus conséquentes pour la fin du webinaire. Pour commencer, on va donc qu'il y a des protections juridiques qui vont être assez fortes et qui vont permettre donc que ces espaces soient très largement, en tout cas, protégés dans la conciliation avec les autres intérêts. Et il y a donc trois sous-thèmes qu'on peut identifier. Ce sont les parcs naturels nationaux, les réserves naturelles nationales et régionales, et enfin les arrêtés préfectoraux de protection.
que ce soit des arrêtés préfectoraux de protection de biotopes, de géotopes ou encore des habitats naturels. Donc, pour commencer, on peut identifier donc les parcs nationaux qui vont avoir une protection, en tout cas une réglementation qui est assez importante. Il en existe 11 en France, dont pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui va nous concerner, ça va être donc le parc national de la Vanoise, des Cévennes ou encore des Écrins. Donc, qu'est-ce que c'est un parc national? C'est un vaste espace protégé terrestre ou marin dont le patrimoine naturel, culturel et paysager est exceptionnel. Donc, ça va permettre d'introduire différents éléments, que ce soit la faune, la flore, le sol, comme c'est dit dans la définition, le patrimoine naturel. Et donc tous ces éléments, voilà, s'ils sont qualifiés d'exceptionnels par qui? Par l'État, vont pouvoir être protégés à travers le classement de parc national. L'objectif de ces parcs nationaux, c'est vraiment en priorité de protéger et de pouvoir avoir une gestion de la biodiversité et du patrimoine culturel. Et en secondaire, on va avoir un accueil du public avec différentes actions, que ce soit de sensibilisation ou encore voilà, permettre en tout cas de pouvoir se déplacer sur certaines zones du parc. Et donc, comment la réglementation et comment le parc va pouvoir être géré? Il va y avoir deux zones. Tout d'abord, le cœur, donc le cœur en fait du parc national, où déjà la réglementation va être spécifique à chaque parc. Et ça, c'est défini dans le décret qui sera pris en Conseil d'État. Et il faut savoir que ce cœur, il va vraiment impacter au niveau de sa réglementation tous les usagers, que ce soit les propriétaires, que ce soit les professionnels ou encore les visiteurs qui vont être dans le parc. À la différence donc de la deuxième zone, où ça va être l'aire d'adhésion, où déjà il ne va pas y avoir une réglementation environnementale particulière, mais ça va être vraiment dédié à un espace de projet pour donc, le développement durable avec la prise d'une charte du parc national. Et donc cette charte, elle est prise par l'État en, enfin, pas conciliation, mais en tout cas en support avec les communes et leurs habitants, parce que c'est vraiment le but de mettre des projets sur le développement durable en place. Ensuite, nous allons avoir donc toujours dans ces protections juridiques fortes les réserves naturelles. Elles vont être soit nationales, soit régionales. Donc dans l'Ain, on a la chance d'en avoir 5. On va avoir 3 réserves naturelles nationales avec la haute chaîne du Jura, la grotte de Hochecourt et le marais de Lavour. Et après, on va avoir 2 réserves naturelles régionales avec le récif fossile Marchand Christian Gourrat et la galerie du Pont des Pierres. Donc, qu'est-ce qu'une réserve naturelle? C'est un espace qui protège des secteurs terrestres ou maritimes où la conservation du milieu naturel présente une importance particulière. Donc, l'initiative de ces classements, ça va être soit pour les réserves naturelles nationales, l'État, soit pour évidemment celles qui sont régionales, donc la région. Par contre, la gestion va être confiée soit à des associations, soit à un établissement public, soit à une collectivité locale. Et l'objectif donc d'une réserve naturelle, ça va être tout d'abord la conservation, comme donc un parc national, et en secondaire, donc l'éducation à l'environnement et tout ce qui est destination du public, donc pareil, des activités, la sensibilisation. Comment, en tout cas, l'objectif et la réglementation va se mettre en place? Ça va être tout d'abord des interdictions de principe avec, en principe, pas de destruction ou modification de l'état ou des aspects des territoires qui vont être classés en réserve naturelle. Et ensuite, il y aura également des actions. Donc, il n'y a pas seulement que des interdictions, ça va être des actions qui peuvent être de la gestion, de la restauration et de l'entretien des milieux, toujours donc pour voilà, conserver cet objectif de protection de l'environnement. Enfin, toujours dans cette protection qui est très importante, on va avoir les arrêtés préfectoraux de protection avec soit de biotopes, soit de géotopes, soit d'habitats naturels.
Donc, les arrêtés préfectoraux de protection, c'est un outil réglementaire qui va permettre toute mesure permanente ou temporaire qui va empêcher l'altération, la dégradation ou la destruction. Donc, soit du biotope, soit du géotope, soit des habitats naturels en fonction de l'objet de cet arrêté. C'est l'État, à travers le préfet, qui va prendre cet arrêté. Et donc, l'objectif, comme j'ai pu le dire dans la définition, c'est vraiment d'empêcher l'altération, la dégradation ou la destruction. Comment va être pris cet arrêté? Ça va être tout d'abord le préfet qui va devoir répondre à l'une des trois conditions. C'est soit il doit y avoir un intérêt scientifique ou patrimonial, donc lié à ce biotope, ce site géologique ou encore cet habitat naturel, soit il va y avoir un rôle essentiel dans l'écosystème, soit la nécessité de préserver. Et donc ensuite, comment cet arrêté va agir? Ça va être avec des mesures visant à interdire ou réglementer des actions et des activités humaines. Donc, si on commence par les biotopes, un biotope, c'est un milieu de vie offrant des conditions écologiques favorables au développement d'une espèce animale ou végétale. Et donc, on part vraiment sur le principe que c'est pris pour une espèce protégée, que ce soit pour son abri, pour sa reproduction, pour son repos ou encore sa nourriture. Et comme je l'ai précisé ensuite, ça peut se caractériser par plusieurs éléments, que ce soit les haies, les mares ou encore les forêts. Donc, on peut voir que dans l'Ain, il y a vraiment pas mal d'APB maintenant, comme c'est sous sigle, qui ont été pris et qui permettent cette protection de biotopes. En sachant que les arrêtés préfectoraux de protection de biotopes, c'est depuis 1977, il me semble que c'est possible. À la différence des arrêtés préfectoraux de protection de géotopes et des habitats naturels que l'on verra, où c'est une loi de 2010 qui a permis, et par exemple pour les géotopes, qui va permettre d'être le premier outil législatif de protection, puisqu'avant, ce n'était pas en tout cas, les géotopes n'étaient pas forcément protégés pour, on va dire, ce type d'espace. Donc un géotope, c'est une forme de relief ayant une valeur scientifique, esthétique ou culturelle particulière. Et donc, comme je l'ai dit, c'est le premier outil qui va venir protéger cette forme de relief qui est particulière. Et enfin, nous avons les arrêtés préfectoraux de protection des habitats naturels. Déjà, un habitat naturel, ça va permettre une protection des milieux rares ou menacés qui jusqu'à présent ne bénéficiaient pas d'un outil législatif adapté. Et l'avantage qu'il y a, par exemple, à la différence des arrêtés préfectoraux de protection de biotopes, c'est que là, il n'y a pas besoin d'établir qu'il s'agit d'un habitat d'espèces protégées. Donc, même en l'absence d'espèces protégées, cet espace va pouvoir être en tout cas soumis à une réglementation qui devrait pouvoir éviter les atteintes. Donc voilà pour la première partie. J'espère que je n'ai pas été trop vite, mais je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais arrêter le partage. Ou si, voilà, s'il y en a qui ont des réflexions ou des questions de compréhension ou autre, je peux y répondre. Toujours difficile de se lancer, faut pas hésiter. Je voudrais juste rajouter, alors j'ai peut-être zappé, hein, Alicia, la particularité des APPB dans l'Ain, c'est qu'il y a un APPB falaise qui était une nouveauté, c'est-à-dire que ce n'était pas un seul site, mais c'était sur un type de milieu naturel. Et donc on en avait parlé lors des 50 ans de FNE, parce que ça avait été un gros travail de FNE notamment, mais pas seulement, et en particulier avec les services de l'État. Voilà, donc n'hésitez pas. Ah, alors, un peu vite, dit Yolande, pour prendre des notes. J'en profite pour préciser que, on vous enverra le diaporama, mais ça n'empêche pas de poser des questions maintenant s'il y a quelque chose qui est pas clair. Mais tout ce qui est noté sur le diaporama, c'est pas la peine de le noter puisque vous l'aurez. Et on enverra aussi le lien de la vidéo. Je vais essayer d'aller un peu moins vite, je prends les remarques. C'est un peu Euh, compliqué, mais... ouais, non, non, mais c'est normal. Jean-Luc, vas-y, on t'écoute. Oui, 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 bonsoir à toutes et tous. Juste savoir, on abordera le niveau européen aussi, les habitats, La les- protection avec Natura 2000, vous voulez dire? Ah bah oui, c'est Natura 2000, les Voilà, bah, ça directives. va être juste après, c'est la Après, partie de oui, vous oui, d'accord, pardon. vous me Pardon, coupez pardon. l'herbe sous le pied. Merci. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres
remarques, de toute façon, on pourra y répondre à la fin. Donc, je repartage. Donc, nous allons passer à une... Juste, je t'interromps. Oui, Je vois une question. A-t-on la liste de tous les arrêtés de protection? il me semble qu'on peut les trouver sur les sites des DREAL. Et je pense, oui, qu'on peut les trouver, en tout cas pour les DREAL, le niveau départemental ou le niveau régional. Et Maxime pourra peut-être compléter. Il me semble qu'il y a des cartes dynamiques aussi où on peut avoir, pour un site donné, zoomer, dézoomer et avoir les différents statuts qui existent selon les secteurs. Oui, en effet, oui, De- sur le site de l'Adréal, il y a pas mal de cartes dynamiques, comme tu dis. Donc, faut réussir à les trouver sur le site de l'Adréal, ce qui n'est pas toujours simple, mais quand on y est, on a pas mal d'infos. Et du... j'en profite peut-être pour préciser sur les réserves naturelles sur la carte, il me semble que il manquait la réserve naturelle du Haut-Rhône français. Je crois que la carte était coupée, il manquait le sud du département. Et je pense que, il y en avait un petit peu plus, ouais, voilà. Ok, Il en manque j'ai peut-être coupé trop. une ou deux. Donc, mais je pense qu'on pourra refaire la carte avant diffusion du diaporama. Et dans le mail, quand on enverra tout ça, on pourra aussi mettre justement des liens vers les cartes dynamiques qui permettent d'avoir accès à ces informations si vous voulez sur votre territoire savoir quels sont les statuts. Et Je donc me voilà, les donc note. Tac, ah, parfait. Johan a levé la main. On Ah, t'écoute, Johan. Oui, je voulais juste apporter peut-être une précision sur les aspects justement à protection forte, c'est que la particularité des APD, Juste, malheureusement. excuse-moi, je te coupe, je précise juste que tu es conservateur de la réserve naturelle nationale de la Haute-Chaîne du Jura. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Et puis, déjà, merci pour cette présentation, Alicia. Je voulais juste apporter une précision peut-être qui est peut-être méconnue du grand public, c'est que il y a des espaces à protection forte, en effet. Donc, on a pu voir les parcs nationaux et les réserves naturelles qui ont des équipes pour faire respecter la réglementation. Et malheureusement, les arrêtés de protection de biotopes, bien souvent, sont démunis de ce genre de protection réelle, puisque c'est en général les agents de l'OFB qui doivent faire respecter la réglementation, et malheureusement, ils n'ont pas le temps d'aller sur tous ces territoires, ces espaces. Donc, c'est un peu un problème qui est à souligner, c'est qu'on a certes des espaces qui bénéficient d'une réglementation forte de protection, mais qui, pour autant, ne sont pas forcément surveillés de façon adéquate. très bien, Ok, c'était très clair. merci. Je vois pas Est-ce d'autres qu'il y a... Ouais. messages ou mains levées. De toute façon, s'il y a des questions, même sur cette partie, on pourra y revenir à la fin. Et ben ouais, je pense que tu peux passer à la deuxième partie. Hop, donc, tac. Donc, pour la deuxième partie, c'est une protection juridique qui est à forte potentialité avec donc, le réseau des sites Natura 2000 qui est un réseau européen. Donc, Natura 2000, c'est un outil donc, européen qui permet la création d'un réseau de sites de protection d'habitat et d'espèces représentatives de la biodiversité européenne. Donc, mise en place par l'Union européenne, ça va être tout d'abord une désignation par les États de ces sites, c'est-à-dire il va y avoir une liste qui va être envoyée et après, il va y avoir plus ou moins le classement en site Natura 2000. Et ensuite, par contre, la gestion, en tout cas des sites terrestres, depuis le 1er janvier 2023, ça va être par la région. Et par contre, l'État s'occupe toujours des sites maritimes. Il y a un double objectif pour Natura 2000. C'est tout d'abord la préservation de la diversité biologique et du patrimoine naturel. Et ensuite, il va y avoir donc le deuxième objectif, la prise en compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales. Donc normalement, on a vraiment voilà, cette double objectif, cette conciliation à faire entre la protection de l'environnement et puis les divers intérêts qui peuvent être à côté. Mais c'est là où on va avoir un peu on dit que, enfin en tout cas nous on a décidé de le classer en protection juridique à forte potentialité, c'est que normalement, du coup, avec ce double objectif, les activités humaines et les projets d'aménagement sont possibles, mais ils sont soumis à une évaluation préalable des incidences pour éviter qu'il y ait une atteinte trop forte à
en tout cas une biodiversité européenne qui pourrait être impactée. Mais bien souvent, cette évaluation préalable des incidences, elle est qualifiée comme n'en ayant pas. Et donc, ce qui fait que les activités humaines et les projets d'aménagement sont en tout cas plutôt favorisés et peuvent parfois porter atteinte à cette préservation. Mais quand bien même le site Natura 2000 a quand même du potentiel et puis permet quand même une assez grande protection, comment cela va se qualifier? C'est d'abord avec des mesures qui visent à interdire ou à réglementer les actions et les activités humaines. Donc c'est ce qu'on a pu voir notamment avant, avec l'évaluation préalable des incidences qui est à demander et aussi par des actions de gestion et de restauration et d'entretien des milieux. Et donc, niveau organisation de ces sites Natura 2000, il y en a de deux types. Il y a tout d'abord des zones de protection spéciale, qui sont dites sous le sigle ZPS. Ça a été créé par la première directive oiseaux de 1979, qui a été recodifiée en 2009. Et ces zones de protection spéciale, elles vont donc comme le nom le dit avec la directive oiseaux, permettre de protéger les oiseaux sauvages, leurs œufs, leurs nids et aussi leurs habitats. Et en fait, le but, c'est vraiment de protéger les espaces qui sont nécessaires au cycle vital des oiseaux et notamment des oiseaux migrateurs. Et ensuite, au-delà de ces ZPS, on va avoir les zones spéciales de conservation, donc les ZSC. Ça a été créé par la directive Habitat Faune Flore de 1992, toujours adoptée par l'Union européenne. Et l'objectif, ça va être vraiment de conserver les habitats naturels et permettre la conservation de la faune et de la flore sauvage. Donc au-delà des ZPS qui ont plutôt cette dimension oiseaux et on va dire tout ce qui est lié aux oiseaux, là, la deuxième directive permet d'étendre un peu ce spectre. Donc dans l'Ain, il va y avoir donc 19 sites qui vont être créés sous Natura 2000. Ça fait 80 000 hectares et ça représente quand même 14% du territoire. Donc voilà pour Natura 2000. Je ne sais pas si pareil, il y a des questions. C'était plutôt assez court, mais je peux refaire une série de questions s'il y a besoin. Moi, j'ai une petite question sur le nom donné Natura 2000. Pourquoi 2000? Alors, c'est vrai que c'est une bonne question. Je sais Je ne pas. me suis C'est pas... Ben, je pourrais regarder, mais c'est vrai que non, je ne sais pas pourquoi ils ont donné ce nom-là. J'aurais envie de dire que en 1979 et en 1992, ça paraissait ambitieux et futuriste d'appeler quelque chose 2000. À l'époque, tout s'appelait 2000. Donc moi, c'est comme ça que je l'interprète, mais je me trompe peut-être complètement. Bah, je regarderai et puis on précisera ça dans le mail. Ça nous permettra tous de savoir. Je Ouais, pense qu'il a raison, oui. je pencherais bien pour l'hypothèse de Maxime. Et mieux on Euh, connaît ça, tout ça fait Juste, Claude, avant de te donner la parole, il y a Gaël qui a noté dans le chat 19 sites existants ou qui vont être créés. Qui sont existants. Et il me semble que je repartage mon écran, ce sera plus simple. C'est 19 sites existants et il me semble que c'est pas la carte, mais il me semble qu'il y en a 19, mais la carte, elle n'est pas non plus actuelle. Mais je ne sais pas s'il y a les 19 là sur la carte. J'ai pas réussi à avoir une des dernières cartes disponibles. Je ne sais pas si ça répond trop à la question, mais là, c'est en tout cas ceux-là, oui, ils y sont. En sachant qu'en vert, il y a les ZSC et on va dire en très violet, c'est les ZPS liés aux oiseaux. Merci. Claude, je te laisse lever la main si tu voulais compléter. Il y a la famille Malan qui a levé la main. Oui, bonjour. Bonjour. Sébastien Malin, juste pour une information. Alors, moi, je travaille à la direction départementale des territoires, côté Haute-Savoie. Donc, j'habite dans l'Ain, mais je travaille sur Annecy. Mais du coup, je m'occupe notamment du suivi des sites Natura 2000 du département de la Haute-Savoie. Peut-être ce qu'il faut préciser également, c'est que il y a, pour les sites Natura 2000, il y a un point important qui est que on a, comme on a sur les réserves naturelles ou les parcs nationaux, par exemple, on a un plan de gestion qui s'appelle le document d'objectif du site, qui va préciser finalement toutes les actions qui vont être
à mettre en œuvre en faveur de la préservation, du maintien de la biodiversité sur les habitats naturels du site. Voilà. Merci Ok, pour ouais, cette merci. précision. Je ne sais pas s'il y avait une autre question. Bah, moi, j'ai une petite question, si je peux me permettre. Je ne sais pas comment on lève la main, donc je ne vais pas lever la main. Alors, si jamais, c'est bon, là, il y a pas affluence, mais Ouais, si jamais c'est en bas dans les. Alors, soit dans les réactions, soit après dans les plus, et en bas réaction, il y a lever la main. d'accord. Mais vas-y, là, on t'écoute. En fait, les sites Natura 2000, ils sont figés ou ils évoluent encore dans le temps? On peut en proposer des nouveaux ou c'est Ils évoluent. parce Ils que évoluent toujours en fonction voilà, des espèces, des éléments qu'il va y avoir. En fait, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais en fait, par exemple, pour la directive oiseaux, c'est dans les annexes de cette directive que les oiseaux qui doivent être plus ou moins protégés, encore, je mets des gros guillemets, vont être en tout cas mis en annexe. Et après, c'est l'État, en fonction des sites et des oiseaux, vont, on va dire, décider de désigner ce site. Et après, il me semble que l'Union européenne, en tout cas, doit accepter, c'est-à-dire que même si le site est désigné, ce n'est pas figé. d'accord. Et la gestion, elle est assurée, tu disais, par la région? Oui, Oh, oui, oui, il me semble. Alors, oui, c'est ça, depuis le 1er janvier 2023. En tout cas pour les sites terrestres. d'accord. Ouais, pour préciser, si vous voulez, justement, effectivement, jusqu'au 31 décembre 2022, c'était effectivement l'État qui était en charge de la gestion des sites Natura 2000, exclusivement terrestres. Et puis, cette gestion était le plus souvent déléguée par l'État à des collectivités, donc communes, syndicats, syndicats intercommunaux ou communautés de communes. Pardon. Et l'État gardait, dans certains cas, il n'avait pas pu y avoir de transfert de compétences vers les collectivités. Donc, dans ce cas, l'État gardait la compétence de gestion. Et puis, il y a eu en début 2022 la promulgation d'une nouvelle loi de décentralisation, la loi 3DS, simplification, comment dire, décentralisation, déconcentration, et j'oublie le troisième D, mais bon, peu importe, qui, a, qui comportait différentes mesures dans de nombreux domaines thématiques, mais sur le volet milieu naturel, euh, confier la gestion et la coordination des sites Natura 2000 exclusivement terrestres aux régions. Donc voilà, c'est depuis le 1er janvier 2023 que les régions sont vraiment au pilotage et à la coordination de ces sites. Voilà. Très bien. Merci pour ces Je précisions. crois qu'il y a une autre question de Gaël. Je pense que ce sera la dernière question et après Oui, on et continue. juste, je me permets, Fabien qui précise effectivement que la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a la chance d'avoir une politique très favorable à la nature. Et donc, il y a eu les financements pour Natura 2000 qui ont été bien attaqués. Donc, on avait été parmi les associations à signer la tribune, mais effectivement, Natura 2000 est un petit peu mise à mal. Voilà, je me permets une remarque pas du tout objective. Vas-y, Gaëlle. Oui, en C'est fait, je clair. voudrais juste comprendre si Natura 2000, ça peut se superposer à des choses existantes. J'ai pas eu le temps de bien regarder sur la carte, mais est-ce que Oui, ça veut oui, dire que, par exemple, Natura 2000, ça peut être par-dessus la réserve ou par-dessus les APVB ou des choses comme ça? oui, 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 tout à fait. En fait, c'est vrai Mm. que je ne l'ai pas précisé même pour les espaces, les protections en tout cas qui étaient précédentes, mais souvent les régimes, les réglementations se superposent. Après, elles sont souvent cohérentes et parfois non, donc ça peut amener parfois des complications, mais tout à fait. En fait, en plus, là, comme c'est au niveau européen, c'est vrai que ça se superpose totalement à d'autres réglementations nationales ou autres qui existent. Ok, merci.
je me permets encore et après je te laisse la parole, Alicia. Pour ceux qui sont du côté du Pays de Gex, les Amis de la Réserve naturelle organisent le mercredi 24 avril après-midi, pendant les vacances, une sortie justement sur le site de Les Tournelles, donc qui est au sud du Pays de Gex, avec Jean-Baptiste Strobel du Parc naturel régional. Donc, c'est lui qui s'occupe notamment de la gestion de ce site Natura 2000. Et c'est un site sur lequel il y a ce millefeuille administratif dont on parle souvent, avec plusieurs couches et plusieurs statuts de protection. Voilà, merci. Je te laisse la parole, Alicia. Très bien. Eh bien, comme ça, on va pouvoir arriver à la troisième partie et notamment parler des parcs naturels régionaux. Donc, pour la troisième et dernière partie, on voit qu'il y a des protections juridiques qui sont dites plus faibles, en tout cas qui vont moins mettre en avant cette protection stricte de l'environnement. On va avoir donc les parcs naturels régionaux, les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, donc aussi dit SNIEF, et tout ce qui est les zones humides avec notamment la Convention internationale de Ramsar et les différentes lois sur l'eau. Donc, pour commencer, une protection qui est dite un peu plus relative, c'est les parcs, en tout cas ce sont les parcs naturels régionaux. Il y en a 58 en France, il y en a 10 en Auvergne-Rhône-Alpes, et donc ça couvre quand même 25% de la superficie, et notamment un dans l'Ain, comme on peut voir donc le parc naturel régional du Haut-Jura. Et donc, qu'est-ce qu'un parc naturel régional? C'est un espace qui est créé pour protéger et mettre en valeur de grands espaces ruraux. Ça va être donc à l'initiative de la région et après la gestion, c'est soit par un établissement public, soit par un syndicat mixte qui va être composé des élus, qui vont être des représentants des conseils régionaux, des départements et des communes du parc, donc voilà, qui vont être concernés par l'espace. L'objectif, c'est vraiment la protection des richesses naturelles, le développement d'un territoire rural et l'éducation à l'environnement. Donc, c'est vraiment toujours cet objectif de développement durable. Et notamment avec l'éducation à l'environnement, on va avoir différentes animations culturelles et aussi de la pédagogie de plein air. Et donc, comment cette réglementation va se... En tout cas, comment cet espace va agir. Donc, c'est qu'il n'y a déjà pas de réglementation environnementale particulière, c'est vraiment le droit des activités, en tout cas le droit commun qui va s'appliquer. Donc, comme je le disais, c'est un projet concerté de développement durable qui va être fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine naturel et culturel. Donc, c'est toujours dans l'idée de développer le territoire rural tout en essayant quand même de protéger les richesses de ce territoire et également une liberté d'accès du site avec un accueil dans la zone même du parc et donc notamment ce qui va permettre les animations en son sein. Ensuite, il va y avoir donc les ZNIEF, les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique. J'ai mis deux cartes, donc j'expliquerai après ce que c'est le type 1 et le type 2, mais en tout cas, on voit que ça représente une grosse partie. Dans le type 1, ça représente plus de 14% de l'un, et dans le type 2, plus de 50%. Donc ça, c'est en tout cas une réglementation qui est assez conséquente, même si on ne peut pas vraiment qualifier ça de réglementation parce que c'est un inventaire scientifique qui va localiser et décrire les espaces de grand intérêt écologique. Donc voilà, pour bien le préciser, parce que je n'ai pas été très claire, ce n'est pas une réglementation, ça n'a pas de portée réglementaire, mais c'est vraiment un outil de connaissance. Donc, c'est l'État qui va être commanditaire de ces SNIEF, des informations liées aux SNEF. Il va être le coordinateur et il va valider finalement les données de ces inventaires. Et donc, comment ces données vont être collectées? Ce sont les DREAL qui vont les collecter auprès des associations, de l'Office national des forêts, des réserves naturelles, par exemple. Et donc l'objectif en fait de ces SNIEF, c'est de créer un socle national des secteurs de grand intérêt écologique et notamment pour que ce soit un outil après qui serve à la décision, que ce soit des décisions de projet, que ce soit différentes décisions notamment avec validation de l'administration. Et donc comment ces SNIEF vont agir, vont s'impacter, c'est avec deux zones. Il y a tout d'abord les types 1
qui sont des espaces définis par la présence d'espèces, d'associations d'espèces ou d'habitats rares remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel régional. Alors, pour faire plus simple, ce sont des espaces où il y a déjà un grand intérêt biologique ou écologique qui est identifié, c'est-à-dire il est là, il est identifié. Et pour le type 2, c'est plutôt une potentialité. Ce sont des grands espaces qui vont offrir, en tout cas qui sont riches et peu modifiés, et qui vont offrir en tout cas des potentialités biologiques importantes. Donc dans le type 1, on est plutôt sur une potentialité, enfin pas un grand intérêt biologique qui est présent, et dans le type 2, c'est plutôt une potentialité. Pour représenter, du coup, dans le type 2, on est à plus de 50%, alors que le type 1, en tout cas pour des potentialités qui sont bien là, pour des intérêts biologiques qui sont bien là, voilà, il y a 14%. Et enfin, donc pour les zones humides, on en a 8% dans l'Ain. Ça représente en tout cas 8% des territoires de l'Ain, avec notamment la Dombes. Donc, qu'est-ce qu'une zone humide? C'est une zone de transition entre la terre et l'eau où se note une capacité à conserver l'eau dans le sol ou à la surface. Donc, on voit que ça va représenter, comme sur le schéma, différents donc, éléments, que ce soit des petits plans d'eau et les bordures de lacs, les marais, des régions d'étangs. Donc, c'est vraiment voilà, tout où se note une capacité à conserver l'eau dans le sol ou à la surface. Ce va être tous les acteurs qui vont être concernés parce que c'est l'État qui va prendre la réglementation liée à ces zones humides. C'est après parfois l'échelle locale qui va intervenir avec l'administration qui va instruire des demandes de projets qui va devoir les prendre en compte, ou aussi on a les maîtres d'ouvrage qui vont être impliqués dans la séquence éviter, réduire, compenser dont je parlerai après. Mais donc c'est vraiment tous les acteurs qui vont être impliqués, en tout cas face à ces zones humides. L'objectif lié à la réglementation de ces zones humides, ça va être la prise en compte dans les politiques nationales et régionales, toujours pour essayer de préserver et d'avoir une gestion durable de ces zones humides. Et il y a un second objectif, c'est pour les collectivités, avoir une acquisition de 20 000 hectares de zones humides pour notamment les préserver de l'artificialisation. Sachant que cet objectif, il avait été donné pour 2020, mais comme voilà, il n'a pas pu être atteint pour 2020, voilà, il est reporté sur les années à venir. Pourquoi est-ce qu'il y a une réglementation liée aux zones humides? C'est parce que ça va être riche en biodiversité, ça va permettre encore la prévention des crues ou encore d'atténuer les effets du changement climatique. Donc c'est pour ça que là, la réglementation liée à ces zones humides est de plus en plus, on va dire, foisonnante. Et comment cette protection des zones humides, ou en tout cas cette réglementation va être là? Ça va être tout d'abord avec les lois sur l'eau, où on va avoir des lois qui vont tout d'abord désigner la ressource en eau, et cela inclut les zones humides d'intérêt général. Et cela va notamment inclure la création d'une nomenclature eau pour tous les projets qui désormais vont impacter entre 0,1 et 1 hectare de zone humide. Il va falloir désormais déclarer à l'administration. Et si maintenant il y a un projet qui va impacter plus de 1 hectare de zone humide, il va falloir demander l'autorisation à l'administration. Et il va y avoir également en tout cas une seconde réglementation où les zones humides vont se voir protégées. C'est avec l'application de la séquence éviter, réduire, compenser, comme je disais pour les maîtres d'ouvrage. C'est-à-dire que dans l'idéal, ils vont devoir, les maîtres d'ouvrage, éviter de détruire les zones humides. C'est ce qu'ils doivent privilégier comme solution. Si cela n'est pas possible, ils vont devoir chercher à réduire cet impact sur les zones humides. Et enfin, si une destruction est inévitable, il devra mettre en œuvre des mesures compensatoires. Donc c'est voilà, on dit souvent la séquence ERC, c'est en tout cas pour l'établissement d'un projet. Et enfin, on va avoir donc une convention internationale. À la différence des lois sur l'eau qui vont permettre une réglementation nationale, on va avoir aussi on va dire, un impact international avec la prise de la Convention de Ramsar de 1971, qui va permettre la création d'un réseau mondial de zones humides d'importance internationale, en sachant que c'est un label qui va récompenser et mettre en avant les actions de gestion durable.
de ces zones humides. Et donc il y a 4 sites dans la région et on a eu notamment un site dans l'Ain qui vient d'être créé en mars 2023, donc avec la Dombe. Et donc voilà, après il y avait une multitude d'autres classements qui étaient plus ou moins protecteurs. Et donc voilà, on n'a pas pu forcément développer, mais donc il y avait les sites classés inscrits, il y avait la trame verte et bleue, ou encore il y avait les espaces boisés classés. Donc tout ça, ce sont pareil des classements, en tout cas des réglementations qui vont être présentes et qui vont, comme on disait, se superposer, mais voilà, qui sont plus ou moins effectifs et permettent une protection de l'environnement. Donc voilà pour ma présentation. J'espère qu'en tout cas j'ai été plus ou moins claire et que vous avez pu retenir quelques, quelques trucs. Et à la fin, donc j'avais mis divers liens de cartes qui peuvent vous être utiles et en tout cas où vous pouvez retrouver des données intéressantes en sachant que je rajouterai, voilà, comme on avait dit, les cartes dynamiques des arrêtés préfectoraux de protection. Donc, voilà pour Super, la merci question. beaucoup. Il y a des questions dans le chat déjà. Je ne sais pas, Gaëlle, si tu veux la reposer à l'oral, ta question. Quand il y a des projets qui sont faits, donc tu as dit qu'il fallait éviter, réduire ou compenser, mais qui est-ce qui juge in fine si la personne qui fait le projet, elle pouvait vraiment éviter, réduire ou compenser? Ça, je pense que c'est l'administration, parce que c'est pareil, c'est elle qui va suivre le projet et qui va donner l'autorisation finale. Donc, en fait, elle, quand elle doit déposer son projet, elle va faire elle va faire son dossier, et c'est là où elle va dire si je je sais pas exactement comment ça se matérialise concrètement, mais je suppose que c'est avant que l'administration donne son autorisation, il doit prouver qu'il va réduire, qu'il va compenser ou qu'il va les éviter, les atteintes. Mhm. Si je peux juste compléter, en fait, nous, en tant qu'association de protection de la nature, justement, ce qu'on observe, c'est que malheureusement, souvent, ceux qui portent les projets vont très rapidement vers la compensation. En fait, ils la prévoient dès le début et ils ont tendance à oublier les 2 premières étapes. Et dans le cas, par exemple, du projet de barrage, là, dont le site est en photo derrière moi, c'est ce qu'on leur répète. On est très nombreux, associations, habitants, etc., à dire à la CNR que en fait, ce projet n'est pas nécessaire, qu'on peut obtenir plus d'électricité sans faire ce projet de barrage. Donc, c'est aussi à nous, citoyens, citoyennes, associations, en fait, d'apporter les arguments pour montrer qu'il peut être évité. Ça, c'est une faiblesse quand même dans cette séquence, c'est que il faut qu'on soit là pour apporter les arguments parce que, de notre point de vue en tout cas, la partie évitée passe un petit peu rapidement. Après, je sais pas, t'hésites pas, Maxime aussi, toi qui suis ça bien mieux que moi, à compléter si nécessaire. Alors, il y avait aussi Léa. Je ne sais pas si tu souhaites reposer ta question directement. Oui, non, mais c'était ça, c'était voilà, savoir de quel texte, du coup, enfin, sur quel texte c'était issu cet objectif des 20 000 hectares de zones humides qui doivent être acquis, pardon, par les collectivités. Il me semble que c'était un décret, mais je peux regarder parce qu'il me semble que je l'ai pas. Je re-regarderai et je le mettrai dans le mail, mais il me semble que c'était un décret. Ok, super, merci. Ok, et il y a Yolande aussi qui avait fait une intervention dans le chat. Est-ce que tu veux nous la refaire à l'oral? Je sais pas comment faire. On t'entend, Yolande, donc il suffit que tu parles. Ah, pardon. Vas-y, Pardon, vas-y. je savais pas couper. Mince. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que j'avais dit? La première question, c'était, j'imagine donc que lors d'atteinte à l'environnement, on se sert de ces statuts d'espace pour voir quel degré de dégradation a été causé et quelles sanctions devront être prises. C'était pour comment on s'en sert en fait de ces textes. Pour Pas quel. de textes, mais c'est des statuts du coup qu'on a mis sur des espaces et du coup j'imagine qu'après on s'en sert pour quand il y a des atteintes
pour voir, entre guillemets, si je cause quelque chose dans un parc naturel, c'est peut-être plus grave que si je le fais dans une zone humide, même si... Non, c'est ça. Oui, c'est ça. En fait, ça va vraiment dépendre déjà la réglementation qui va s'appliquer à l'espace. Par exemple, si on reprend les parcs nationaux, bah, chaque réglementation va être spécifique, comme je l'avais dit au début, et du coup, bah, forcément, il va falloir aller regarder dans la réglementation qui s'applique. Si c'est pour les zones humides, bah, va falloir regarder par exemple bah, la surface qui va être impactée. En fait, c'est pour ça aussi que c'est forcément des fois compliqué de s'y retrouver, c'est qu'il faut aller chercher un petit peu les informations, il faut voir où est-ce qu'on se situe précisément, parce que si on est à plus ou moins quelques mètres, bah, tout peut changer. Donc c'est vrai que c'est parfois compliqué, je pense même pour l'administration de s'y retrouver, mais et ça fait peut-être la beauté de la réglementation, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas non plus. Et après, j'avais aussi, y a-t-il des solutions envisagées par l'État pour plus donner les moyens de protéger ces espaces? Parce que quelqu'un disait, je suis désolée, j'ai pas retenu les noms, mais que c'était difficile de faire appliquer. Et du coup, quand il y a des atteintes, qui applique en fonction de quels espaces, on va dire, qui fait appliquer? Qui peut sanctionner ou qui peut... C'est Je, pas, ça, je sais, par exemple, dans les parcs nationaux, il peut y avoir les éco-gardes, bah non? c'est... je sais plus c'était monsieur, je ne sais plus, qui avait dit que par exemple, il y avait de la police de l'environnement Mhm. qui était présente. Donc là, elle va pouvoir, on va dire, appliquer des sanctions et constater les infractions, en tout cas, plutôt constater les infractions. Mais ça va vraiment dépendre. C'est aussi l'OFB, l'Office français de la biodiversité, qui va avoir un rôle assez important. Mais forcément, bah, ça dépend les effectifs et ils sont parfois débordés. Ce qui fait que bah, forcément, des fois, les infractions sont difficilement constatées ou en tout cas, il n'y a pas de contrôles qui sont faits ou en tout cas très rarement. Mais forcément, l'administration, oui, compte sur ses moyens et sur en tout cas les outils qu'on leur donne pour pouvoir bah, constater tout ça. Ok. Mais du coup, après, je vais laisser la parole, mais du coup, depuis qu'il y a eu la création de ces statuts, j'imagine que ça a permis quand même une avancée et de protéger, mais du coup, euh, qu'est-ce qui pourrait être fait encore, on va dire? Ça, je pense que c'est une question ouverte, mais en tout cas, certains régimes de protection qui existent pourraient en tout cas être appliqués un peu plus en faveur de l'environnement, comme j'ai pu le dire, ou en tout cas, l'administration pourrait parfois être un peu plus claire aussi sur ce qu'elle attend, notamment par exemple en tant qu'association, nous, comment on peut, des fois on manque de données, des fois on manque aussi de clarté, notamment sur les zones précises où les projets vont s'étendre, etc. Donc je pense c'est une question ouverte et je pense que ça dépend aussi de la réalité des praticiens. C'est vrai que nous, en tant qu'association, on a une vision précise, mais peut-être qu'eux, ils ont une vision un peu plus, un peu différente en tout cas. Oui, c'est ça, Je... on peut Ouais, vas-y, Maxime. se, se battre en tant qu'association pour qu'il y ait toujours plus d'espaces protégés. Donc ça, c'est sûr que c'est un objectif en soi. Mais une fois qu'un espace est protégé, on n'a pas non plus atteint le Graal parce que derrière, oui, il faut aussi des moyens pour que les règles soient respectées dans cet espace, que ce soit une réserve naturelle ou un APPB où il y a finalement personne pour surveiller en permanence ou les parcs nationaux. Donc, pour ça, il faut pas mal de moyens humains, notamment, que ce soit bah, les moyens de police, mais aussi dans les administrations, hein, tout simplement, même à la DDT, par exemple, hein, pour instruire les dossiers ou à la DREAL, hein, dans toutes ces administrations déconcentrées de l'État. S'il n'y a personne pour vérifier tout simplement que la séquence éviter, réduire, compenser a été correctement appliquée pour un projet d'aménagement, dans ces cas-là, les projets se font sans que finalement personne n'ait pu s'y opposer ou améliorer le dossier au sein de l'administration. Et puis il y a aussi la justice, il y a aussi les moyens de la justice avec des magistrats qu'il faut former au droit de l'environnement, aux spécificités du droit de l'environnement.
Ça va dans la bonne direction, hein. Les magistrats sont de plus en plus sensibles à l'environnement, mais il y a encore pas mal de boulot, hein. Le contentieux environnemental au sein des tribunaux judiciaires, ça reste vraiment minime, alors que la protection de l'environnement, c'est considéré comme l'une des priorités. Donc il y a encore pas mal de boulot à faire. Si je peux juste compléter par rapport au fait de déceler des infractions éventuelles, de manière générale, en fait, il y a aussi le programme Sentinelle de la nature que vous pourrez aller voir sur le site FNE, qui est un programme national qui permet à tout un chacun, en fait, s'il voit quelque chose qui lui semble être une atteinte à l'environnement, de le signaler. Et après, ça arrive bah, justement auprès de Maxime ou d'Alicia en ce moment qui évalue si le droit est respecté ou non et qui va agir en conséquence, soit par un courrier, par exemple, au maire, soit après, ça peut aller vers des actions juridiques selon la situation. Donc, il ne faut pas hésiter soit à demander, soit déjà à aller voir sur le site si cette partie-là vous intéresse. Rappelez Et que c'est anonyme. oui, oui, tu fais bien de préciser, Manuela, effectivement, c'est anonyme pour ceux qui craindraient des représailles. C'est parfois compliqué si c'est proche de chez soi. Ouais, ouais, tout à fait. J'ajoute juste, Johan a précisé par rapport aux mesures ERC que effectivement c'était les bureaux d'études missionnés qui évaluaient ces mesures et qui font le lien avec l'Adréal. Gaëlle, tu voulais poser une question? Ouais, en fait, justement, je me demandais, parce que moi, j'avoue, j'avais pas trop. Sentinelle de l'environnement, quand on en parle comme ça, j'aurais imaginé des choses, mais ça me paraît plus concret maintenant que tu as rapproché ça des zones de protection. S'il y a une nécessité, enfin, et je pense dans le cadre des ARN aux actions qu'on pourrait proposer à nos adhérents ou quoi, ça veut dire qu'en fait, tout le monde, à partir du moment où tu sais où tu habites, quelles sont les zones qui sont là où tu habites, ben, en fait, on pourrait être attentif à certaines choses en disant, ben, dans ces zones, on ne devrait pas faire ci ou ça, par exemple. Donc, si vous voyez faire ci ou ça, signalez-le. Plus que, voilà, c'était plus une petite remarque en disant comment est-ce qu'on peut agir pour faire respecter ouais, ces réglementations. Donc, tu dis, on peut faire la programme Sentinelle de la nature, mais pour ça, c'est pas mal de peut-être expliquer où est-ce qu'on habite par un peu les cartes dont tu as parlé en voyant, je sais pas, justement, par exemple, pour les ARN dans le pays de Gex, qu'est-ce qu'il y a comme superposition, c'est où, et puis donc, qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas dans chacune de ces zones, quoi. Je trouve que ça serait intéressant. Ouais. Alors, tu nous fais une super transition parce qu'on a en projet, je pense que je peux en parler à Alicia, comme en plus c'est Alicia en ce moment qui s'occupe, Maxime, je t'enlève pas de rôle, hein, mais qui suit les sentinelles. En fait, on avait un projet aussi de proposer un webinaire pour voir un peu comment ça fonctionne, ces sentinelles, et aussi avoir quelques billes quand on est sur le terrain. Par exemple, Alicia a parlé des zones humides qui sont très importantes. Donc déjà, ça va reconnaître ce qu'est une zone humide. Avec la végétation, on peut les reconnaître même si c'est à un moment où il n'y a pas forcément beaucoup d'eau. Et comment est-ce qu'on voit, donc si c'est une zone humide, comment est-ce qu'on voit si elle est dégradée? Comment est-ce qu'on fait après concrètement pour ceux qui n'ont pas l'habitude, si on veut, si on voit qu'il y a eu des matériaux de BTP qui ont été déposés sur une zone humide, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc voilà, ça peut être quelque chose pour aider aussi à ce que chacun, chacune, on s'implique directement, puisque les services de l'État, comme on l'a dit, ils n'ont pas toujours les moyens. Et puis, de toute façon, même s'ils avaient plus de moyens, ils ne pourraient pas être de partout. Donc voilà, ça, si ça vous intéresse, ça pourrait être fait prochainement. Et j'en rajoute, hein, toujours, je fais un peu la coupure pub. On a la chance, là, c'est tout nouveau, d'avoir Rachel qui travaille sur les zones humides au muséum, qui va venir nous proposer un atelier fresque, comme il y en a beaucoup, mais fresque des zones humides, qui est toute récente, qui a été faite par des étudiants spécialisés dans ce domaine-là. Donc, pour ceux qui s'intéressent aux zones humides et qui veulent comprendre, ce sera le 21 février. Donc, a priori à Bourg, mais s'il y a plein de demandes, on peut en faire une plus près, par exemple à Saint-Germain-de-Joux. Voilà. Est-ce qu'il y a eu d'autres
Ah oui, donc il y avait Michel qui avait demandé si les élus vont respecter ces mesures. Maxime qui avait déjà, je le relis pour tout le monde, mais Maxime qui avait précisé que normalement oui, puisque la loi est la même pour tous et toutes. Euh, et ok, bah tant mieux Diane si ça t'intéresse. Yoann, on te donne la parole. Oui, je veux bien apporter une précision par rapport aux dernières questions. La première, c'est qu'en fait, effectivement, vous avez pu voir qu'il y a plusieurs statuts dans les espaces protégés. En l'occurrence, bon, moi, je suis sur la haute chaîne du Jura, donc c'est une réserve naturelle nationale. Il faut savoir que pour les espaces à protection forte, cœur de parcs nationaux et réserve naturelle nationale et réserve naturelle régionale, vous avez des comités, des instances. Donc, la première des choses, c'est que vous puissiez déjà, vous, avoir un siège dans ces instances. Donc, ça tombe bien, les ARN et FNE ont un siège aux instances de la réserve naturelle. Donc, c'est en ces phases que toute demande, qu'elle soit de manifestation, de travaux, autres, sont instruites. Et donc, que les siégeants dans ces instances peuvent s'exprimer et donner leur avis sur tel ou tel dossier instruit. Ça leur permet d'avoir tous les éléments et toute connaissance de cause pour pouvoir défendre telle ou telle position. Donc ça, c'est un premier point important. Donc j'ai envie de dire que dans les espaces à protection forte, parcs nationaux et réserves naturelles nationales notamment, régionales, c'est un petit peu différent parce que c'est sous l'emprise de la région. Donc, l'aspect politique est bien plus important que dans une réserve naturelle nationale où, et je suis bien passé pour le dire, c'est que nous, on joue le rôle de tampon entre le gestionnaire, où il y a un aspect politique, et les services de l'État. Donc là, on débille davantage un cadre réglementaire qui sécurise quand même ce qui peut se passer dans ces espaces. Où l'idée de sentinelle joue déjà, donc on a pu le voir quand les associations ou les personnes sont présentes dans ces instances, il y a déjà ce rôle finalement de sentinelle qui est réel, et où en effet ce rôle de sentinelle et de tout citoyen qui comme on le dit souvent, nul n'est censé ignorer la loi, peut jouer un rôle prépondérant dans des actions concrètes, et bien, par exemple sur les arrêtés de biotope. Il y a une réglementation forte et pour autant, elle n'est pas forcément respectée parce qu'il n'y a personne pour la faire respecter ou du moins pour la faire connaître. Et je pense que les marais de Lavour sont un excellent exemple, puisqu'on voit que, pas les marais de Lavour, pardon, le marais de enfin, les Tournelles, le site de Les Tournelles, qui est un excellent exemple puisqu'il y a une superposition de réglementation, c'est vrai, et il n'empêche que la plus forte l'emporte sur les autres. Ça, c'est important de le rappeler. Donc, comme c'est un APB, eh ben, finalement, elle a le dessus sur d'autres réglementations et que ne serait-ce que par cet APB, il y a un certain nombre de choses qui doivent être respectées, ce qui n'est pas toujours le cas dans des décisions qui ont été prises ces derniers temps. Je pense à la gestion du gibier, enfin bref. Et là, les associations hautes peuvent jouer un rôle prépondérant de sentinelle pour faire respecter ces réglementations. Euh, j'ai envie de dire, voilà, s'il y a des équipes en place et des structures en place bien, normalement, ça se passe plutôt bien et les réglementations est appliquée. C'est tout sur tous les autres espaces où, soit parce que c'est protégé de façon forte comme les APB, mais qu'il n'y a pas de structure ou de personnes vraiment attitrées pour faire respecter ces réglementations, c'est plus compliqué. Et là, les citoyens peuvent jouer un rôle sentinelle fort. Et même sur les autres secteurs, que ce soit dans des PNR ou des choses comme ça, ou lorsqu'il y a des travaux qui se font, je ne sais pas, moi, par exemple, des dessertes forestières via des ASA, il peut y avoir une surveillance et s'assurer que bah, toutes les prérogatives ont été respectées, que ce soit les études écologiques, etc. Et il est même envisageable que des collectifs, des associations puissent faire remonter des contestations et autres sur une étude écologique qui aurait été conduite et qui pourrait se trouver légère par rapport au projet. Et ça a déjà été fait. Donc, selon les possibilités de l'association en question, ils peuvent se porter partie civile et même parfois obtenir gain de cause et faire annuler une décision qui aurait été prise activement. Voilà, je voulais juste préciser deux, trois points parce que le citoyen, oui, joue un rôle prépondérant, mais il faut savoir focaliser son énergie où il y en a le plus besoin. C'est ça que je voulais dire. Super, ouais, merci pour cette précision, Yoann. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions ou des Oui, questions? Oui, vas-y. Oui. ouais, Sébastien Malin. Juste pour compléter, on parlait Johan parlait euh, des instances officielles sur une réserve naturelle nationale. Euh, dans les sites Natura 2000, sur un territoire qui est uniquement classé en Natura 2000, enfin, dans les sites Natura 2000, on a des comités de pilotage qui se réunissent, qui normalement se réunissent régulièrement, voilà, à échéance une fois par an. Et puis ces comités de pilotage,
sont constitués voilà, de tout un ensemble, tout un panel des représentants de l'État, des collectivités, des associations, des propriétaires, etc. Donc là aussi, c'est un moyen, voilà, en particulier pour les associations de protection de l'environnement, de participer aux échanges, notamment sur ces territoires qui ne seraient que classés en Natura 2000 et porter sa voix bah, sur certains projets voilà, qui peuvent poser question. Merci Sébastien. Ouais, Maxime, vas-y. Oui, c'est simplement pour éviter un malentendu et bien préciser qu'il existe des réglementations environnementales qui s'appliquent partout, hein, qu'on soit dans un espace protégé ou non. Je prends bah, l'exemple de dépôts de déchets, hein. Les dépôts de déchets sauvages, c'est interdit partout où qu'on se trouve, hein. Une destruction d'espèces protégées ou une pollution aquatique, ça c'est interdit partout. Donc c'est voilà, bien faire la distinction entre ces réglementations qui s'appliquent partout et puis les statuts d'espaces protégés qui rajoutent une protection et qui peuvent aussi constituer parfois une circonstance aggravante, hein, quand, par exemple, on a une pollution dans un espace protégé, on va estimer que l'atteinte environnementale est plus grave. Mais une pollution, voilà, une pollution aquatique notamment, c'est interdit partout, hein, qu'on soit dans un espace protégé ou non. Donc voilà, pour éviter tout malentendu. Ouais, ouais, merci. Est-ce que vous avez... n'hésitez pas, hein, on est là pour ça. Enfin, moi, je fais que donner la parole. Ce sera Maxime ou Alicia. Est-ce que vous avez des remarques ou des compléments, des questions? Donc, soit sur les réglementations dont Alicia nous a parlé, soit aussi sur celle de la dernière, enfin, pas tout à fait la dernière diapo, mais sur celle qu'on n'a pas eu le temps de développer ce soir. Je ne sais pas si tu veux la remettre. Ouais, merci, Alicia. Donc voilà, espace naturel sensible, tout ce qui est trame verte et bleue, loi montagne, loi littoral, réserve de biosphère, réserve de chasse et de faune sauvage, espace boisé classé, site classé et inscrit. Après, voilà, de toute façon, ce que je m'étais dit pour ces éléments-là, je reste disponible par mail et s'il y a besoin, j'ai fait mes petites recherches, donc je peux forcément les partager s'il y a besoin sur ces éléments-là. Merci, ouais. Diane, quelle interaction avec les PLU? C'est une bonne question. Je suppose que ça dépend s'il y a confrontation ou pas avec les règles, mais je pense que c'est le niveau de protection le plus fort qui s'applique. Je ne sais pas si Maxime, tu seras d'accord avec moi. Oui, enfin, d'un côté, il y a le droit de l'environnement, de l'autre côté, le droit de l'urbanisme. Donc, enfin, ce sont deux choses différentes, mais qui doivent se compléter. Mais pour ce qui est de toutes ces protections, les PLU ne peuvent pas aller contre. Ils peuvent même, dans certains cas, rajouter des protections. Alors, ce sont des protections, on va dire, assez relatives, hein, mais les PLU peuvent classer des haies, des arbres, des espaces boisés, tout simplement. Ils peuvent également identifier des mares ou la trame bleue, c'est-à-dire les corridors, les continuités écologiques aquatiques. Donc, ils peuvent rajouter en fait des petites protections, somme toute, de portée assez faible. Mais en tout cas, un PLU va pas pouvoir dire bon, bah, chez moi, le statut de réserve naturelle, il s'applique pas. Ça pourra pas, voilà, une commune ne pourra pas aller à l'encontre. Elle pourrait éventuellement décider de ne pas participer à un projet de réserve ou éventuellement peut-être demander à s'en retirer. Mais en tout cas, c'est pas à travers le PLU du jour au lendemain, une commune pourra autoproclamé libre de toute réserve naturelle, parc national ou APPB. C'est juste pour compléter, alors je fais peut-être une redite, hein, excuse-moi, mais quand on argumente contre un projet qui nous paraît pas réalisable si on tient compte de la biodiversité, ça peut quand même être des arguments. S'il y a un corridor qui a été identifié,
s'il y a des zones humides, etc., qui ont été identifiées, ou s'il y a des SNIEF ou une zone Natura 2000, ça permet quand même de donner un petit peu plus de poids. Je suis en Oui, train de oui, lire en même temps ce que met Johan. Ouais. oui, c'est ça. Bah, la clé du PLU, notamment, c'est qu'il va dire les zones qui sont constructibles et celles qui ne le sont pas. Donc, toutes celles qui sont classées non constructibles, déjà, bon, entre guillemets, c'est ça de gagner. Normalement, on ne devrait pas avoir de projet d'aménagement sur ces espaces-là. Alors après, évidemment, on peut tout à fait avoir des atteintes à l'environnement, mais en tout cas, des projets d'aménagement, normalement, non. Évidemment, il est toujours possible ensuite de modifier le PLU pour permettre ces aménagements, mais tant que c'est non constructible, au moins on a au moins cette sécurité et ça nous laisse le temps de voir venir les projets néfastes. Et j'ajoute juste que pour prendre l'exemple du PGEX, et je pense que c'est pas le seul en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de modifications du PLUIH, beaucoup de petites modifications. Donc à chaque fois, c'est justifié en disant c'est que sur une toute petite surface, mais elles s'ajoutent. Et effectivement, il peut y avoir une multiplication comme ça qui dénature le projet de territoire initial. Donc on en parlera, Diane. J'espère que tu seras là à la réunion de février. Johan, est-ce que tu veux redire ce que tu avais mis dans le chat si tout le monde ne l'a pas lu? Oui, alors juste par rapport à la réglementation forte, encore une fois, cœur de parcs nationaux et réserves naturelles nationales, en fait, le décret, la réglementation est opposable à tout autre document. Donc, c'est vraiment ce qui l'emporte sur d'autres réglementations. Et donc, s'il y avait des projets qui imaginaient une modification et qui seraient contraires à la réglementation, ça ne peut être que instruit et validé par les instances de la réserve naturelle pour que ça puisse voir le jour. Merci. Et j'en profite juste parce que j'ai la parole. Je trouve que ça serait très intéressant parce que, enfin, je ne sais pas si parmi vous, il y a des élus dans leur commune, mais il y a des formations qui sont données auprès des élus, via l'Association des maires de France, et où il y a un certain nombre de thématiques qui sont dispensées pour les nouveaux élus. Alors, ça peut toucher absolument tout. Et pour en avoir participé à quelques-unes, je pense que FNE ou d'autres structures pourraient proposer leurs services pour faire ce genre de webinaire auprès des élus, parce que finalement, c'est aussi eux qui ont besoin d'être formés sur ces sujets. Et je ne sais pas quelles sont les démarches, mais en tous les cas, ça pourrait être intéressant parce que c'est des sujets qui sont typiquement pas du tout abordés. Ouais, ouais, effectivement, bonne remarque. Merci, Johan. On a épuisé les questions. N'hésitez pas. Je ne vois pas de main levée. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Euh, Est-ce que, Alicia, tu souhaitais ajouter quelque chose? Non, bah en tout cas, Non. j'étais contente voilà, que le webinaire ait pas mal de participants et j'espère avoir été claire. Et puis de toute façon, s'il y a d'autres questions ou d'autres remarques post-webinaire, ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Ouais, merci beaucoup en tout cas. Moi, je n'ai pas Merci. participé à l'élaboration et voilà, je t'ai trouvé très clair. Donc, un grand merci à toi. Encore un grand merci à vous tous et toutes d'avoir participé. Donc, on vous enverra, comme dit, le diaporama, le lien vers la vidéo et les informations complémentaires. N'hésitez pas, effectivement, il y a l'adresse d'Alicia, c'est l'adresse que j'ai mis en visible sur le mail sentinelle-1. Donc, vous pouvez lui poser des questions directement si ça vous vient après, ou en revisionnant ou en regardant le diaporama. Euh, voilà, donc un grand merci à tous et toutes. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis peut-être à bientôt sur le terrain ou lors d'une réunion ou que sais-je. Merci beaucoup. Merci Alicia et à bientôt. Bonsoir. Au Bonne revoir, soirée. merci. Bonne soirée. Allez, Bonsoir, ciao, merci. ciao. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Mais